Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, le plan de pilotage a déjà été très largement évoqué dans l'excellent exposé d'Alain Hérali. Et dans le cadre de cette petite conférence, je vais tenter deux choses. D'une part, de ne pas trop répéter des choses qui ont déjà été dites, et ensuite d'expliciter quelque peu la structure des plans de pilotage et très rapidement sur la fin la manière dont nous avons mis en œuvre le dispositif dans notre réseau. Je m'exprimerai essentiellement à partir de l'enseignement fondamental, vu mes fonctions, mais l'essentiel de mon propos trouvera à s'appliquer à l'enseignement secondaire. Avant de rentrer dans la question du plan de pilotage, je voudrais revenir un instant sur le nouveau modèle de gouvernance qui a été évoqué par M. Hérali. Ce modèle, on l'a vu, il nous l'a dit, est construit autour du principe de contractualisation, principe qui se matérialise par la conclusion d'un contrat d'objectifs. Pour éviter toute confusion, on parle de plan de pilotage, on parle de contrat d'objectifs. Le plan de pilotage est conçu collectivement au niveau de l'établissement, il est négocié avec l'autorité publique et à ce moment, il change de nature et devient un contrat d'objectifs. Donc ce sont deux choses identiques, sauf que l'une est plus aboutie puisqu'elle a fait l'objet d'une négociation avec l'autorité publique. Alors je propose de revenir rapidement sur un petit schéma qui devrait apparaître, qui n'apparaît pas. C'est embêtant. Non, même. Ah ben voilà, il est là. C'est bon. Donc un petit schéma qui clarifie la gouvernance du système éducatif, essentiellement en identifiant les acteurs et les fonctions essentielles. Vous avez donc au-dessus du schéma l'autorité publique et son administration centrale. Vous avez en vis-à-vis, en bas du schéma, l'ensemble des établissements. Sur la droite, les fédérations de PO, et sur la gauche, l'autorité publique décentralisée à travers ceux qui ont été nommés à plusieurs reprises par M. Hérali, les délégués au contrat d'objectifs, les DCO. Alors, ce qui est important de voir dans ce schéma, c'est la clarification des responsabilités. L'autorité publique aura une fonction de régulation générale. On entend par là la fixation d'objectifs, de normes, le subventionnement, le contrôle de l'utilisation des subventions. Les établissements, eux, de leur côté, auront la responsabilité de concevoir et de mettre en œuvre des plans de pilotage. Une fois que ces plans auront été conçus, ils seront négociés avec l'autorité publique décentralisée, les DCO, qui procéderont donc avec les établissements à la contractualisation et procéderont ultérieurement, tous les 3 et 6 ans, à l'évaluation de ce qui aura été fait. Les fédérations de pouvoir organisateur se voient reconnues dans un rôle de soutien, de formation, d'accompagnement et de coordination pour les écoles de leur réseau. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que ce modèle ne peut fonctionner qu'à la condition expresse, condition sine qua non, que l'autorité publique resserre son action sur sa fonction de régulation et abandonne sa responsabilité actuelle d'opérateur. Sans cela, ça ne marchera pas. En clair, le réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est maintenant directement sous la responsabilité du ou de la ministre en l'occurrence, et de l'administration centrale, c'est ce que nous avons, sur quoi nous sommes mis d'accord dans les travaux du pacte, doit devenir, comme tous les autres réseaux, un réseau subventionné, officiel celui-là, au même titre que le réseau des communes, le réseau des provinces et le CEGEC. Quand il y a contractualisation, cela se fait entre des contractants qui sont indépendants les uns par rapport aux autres. Il est clair que si la ministre doit aujourd'hui, dans la configuration actuelle, passer contrat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, elle passe contrat avec elle-même, ce qui est un peu problématique.
Alain Hérali a une des questions qui avait été posée sur les risques que ce plan de pilotage signifie moins d'autonomie pour le libre et plus pour le réseau officiel, a dit non, il n'y a rien à craindre parce que toutes les institutions se verront appliquer les mêmes règles, quel que soit le réseau auquel elles appartiennent, et elles seront en quelque sorte toutes traitées de la même manière. Il a tout à fait raison, mais la pièce manquante du puzzle, c'est cette évolution où les pouvoirs publics se dessaisissent de la fonction d'opérateur. Mais nous savons que la ministre en est absolument convaincue, mais il y a une configuration politique qui, nous l'espérons, ne rendra pas cela trop difficile. Je rappelle, pour terminer sur ce point, qu'en Flandre, en 1989, quand on a communautarisé l'enseignement, c'est une des toutes premières mesures que la communauté flamande a prises. J'en viens maintenant au plan de pilotage. Et les dispositions que je vais évoquer ont fait l'objet d'un large consensus. Certaines pourraient encore bouger à la marge, mais l'essentiel de ce que je vais vous dire devrait être voté et intégré au décret mission. Alors, pour ce qui est de la structure des plans de pilotage, première chose, tous les plans de pilotage de chaque établissement doivent s'inscrire dorénavant dans un certain nombre d'objectifs généraux fixés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, objectifs qui concernent essentiellement des enjeux d'efficacité et d'équité, j'y reviendrai. Chaque établissement devra identifier un certain nombre d'objectifs que l'on qualifie de spécifiques, objectifs spécifiques à l'établissement, et dans la foulée de ces objectifs spécifiques, identifier un nombre restreint de stratégies décisives pour amener les changements requis. Enfin, il est important de noter que dans chaque établissement, dans chaque plan de pilotage, il faudra prévoir de manière détaillée et explicite la manière dont le travail collaboratif va s'organiser. Je reviens rapidement sur ces 4 points. En ce qui concerne les objectifs généraux fixés par le gouvernement, on est une dia trop loin là. Donc en ce qui concerne les objectifs généraux fixés par le gouvernement, ils sont de 2 ordres. D'une part, des objectifs en termes d'efficacité, accroître le nombre d'élèves sortant avec un certificat, et aussi accroître également les résultats des élèves en matière d'évaluation interne et externe dans toutes les disciplines. À côté de l'objectif d'efficacité, on retrouve un objectif ou des objectifs d'équité. Il y a là, à travers tous les travaux du pacte, eu constamment un équilibre entre ces 2 grands types d'objectifs, et ces objectifs d'équité concernent la diminution du taux de redoublement généré par l'établissement, l'accroissement de la mixité sociale si nécessaire, les différences entre les résultats des élèves les plus et les moins favorisés. En ce qui concerne les objectifs spécifiques, je rappelle que ces objectifs spécifiques sont les objectifs que l'établissement se donne pour rejoindre les objectifs généraux fixés par le gouvernement. Ces objectifs spécifiques, j'en ai listé un certain nombre, il y en a beaucoup d'autres, à titre d'exemple, mais ce qui est important, et Alain Hérali a fortement insisté là-dessus, c'est de bien prendre de la mesure que tout cela n'aura du sens que si ces objectifs spécifiques sont identifiés et émergent d'un travail collectif au niveau de l'établissement. Il faudra, au niveau de chaque établissement, qu'un travail se fasse avec l'équipe, à l'initiative et sous l'impulsion des directions et des PO,
un travail de diagnostic de la situation à partir d'un certain nombre d'indicateurs, d'auto-analyse, d'analyse des dispositifs et des pratiques qui sont présents dans l'établissement, de celles qui fonctionnent moins bien. Il y aura donc là une dimension collective au niveau de l'état des lieux du diagnostic qui permettra ou doit permettre l'identification collectivement d'un certain nombre d'objectifs spécifiques. Objectifs spécifiques peuvent avoir trait aux résultats, c'est l'idée de veiller ou d'essayer de tendre vers le fait qu'aux évaluations interdiocésaines, en deuxième primaire, l'école rejoigne la moyenne de résultats des écoles qui ont le même indice socio-économique. Ce serait l'enjeu d'accroître de la même manière les résultats au CEB. On peut avoir d'autres types d'objectifs spécifiques, limiter, réduire le taux d'absentéisme, augmenter significativement le nombre d'élèves en intégration, être particulièrement préoccupé par le fait de mettre en place pour stabiliser les équipes des dispositifs de soutien aux jeunes enseignants. Donc, il y a là toute une série d'objectifs spécifiques qui peuvent absolument varier d'un établissement à un autre en fonction des constats, des diagnostics qui auront été posés et des objectifs qui seront poursuivis. Objectifs généraux, objectifs spécifiques au niveau de l'établissement, et puis l'établissement devra, dans son plan de pilotage, identifier un nombre restreint de stratégies prioritaires pour rejoindre les objectifs qu'il s'est donnés. Alors le législateur liste le champ dans lequel toutes ces stratégies doivent pouvoir être développées. Il identifie 12 ou 13 stratégies qu'on peut regrouper en 4 axes. Et ce qui est important de noter, c'est que la meilleure manière que rien de sérieux ne se fasse dans l'établissement, ce serait d'exiger que les établissements développent des stratégies dans tous ces domaines. Donc là, très clairement, l'orientation qui a été prise, c'est que parmi ces différents types de champs d'intervention et de stratégies à développer, on identifie bien 3, 4 stratégies qui semblent être des leviers déterminants pour améliorer la situation. Dernière chose sur les stratégies que je crois utile de mentionner, c'est que tous ces domaines d'intervention, ces champs dans lesquels les stratégies doivent être développées, n'ont pas la même importance et ne sont pas du même ordre. Il est clair qu'un établissement qui aurait de très grosses difficultés en termes de résultats au CEB ne pourrait pas se contenter de développer 2-3 stratégies, accès au sport, partenariat avec les parents et accueil des nouveaux enseignants. Ce sont des choses importantes, mais il y a évidemment, en fonction des enjeux, des stratégies qui peuvent être de nature beaucoup plus déterminante pour améliorer la situation que d'autres. J'en viens objectifs généraux, objectifs spécifiques, stratégies, dispositifs de mise en place du travail en équipe. Les dernières discussions que nous avons eues avec Madame la ministre et d'autres partenaires ont permis d'aboutir à l'idée que la question du travail en équipe ne devait pas être une stratégie parmi d'autres que l'on pouvait choisir ou non, mais qu'elle devait être une véritable condition sine qua non au niveau de la conception et de la mise en œuvre du plan de pilotage. Ça veut donc dire que chaque établissement devra, dans le plan de pilotage, expliciter de manière précise quelles sont les périodes, quel est le temps à travers toute l'année qui sera réservé à ces moments-là, et aussi, je dirais aussi surtout, la méthode qui pourrait être utilisée. Je ne m'étends pas sur ce que nous avons déjà pu faire au niveau de l'enseignement fondamental. Nous avons lancé le projet Professeur qui touche aujourd'hui 2000 enseignants. Je ne m'étends pas dessus parce qu'Audrey Hanard, qui interviendra après moi, évoquera largement ce dispositif. Un petit schéma maintenant pour
visualiser la manière dont les plans de pilotage vont entrer en vigueur. Vous voyez que ces plans de pilotage vont rentrer en vigueur en 3 phases. Pourquoi en 3 phases et pas en une fois? D'une part, il faut être réaliste. Il serait très présomptueux de vouloir faire tout cela trop vite. D'autre part, il y a là des questions budgétaires. Les plans de pilotage s'accompagnent d'un certain nombre de moyens pour les directions, pour les conseillers pédagogiques qui viennent en appui, et pour des raisons budgétaires aussi, il y a eu un échelonnement dans le temps qui a justifié le schéma que vous avez sous les yeux. Vous voyez donc que si je prends la première phase, c'est-à-dire la phase au cours de laquelle vont s'engager dans le processus les écoles du fondamental et du secondaire qui regroupent 1/3 des élèves, eh bien, en septembre 2017, c'est-à-dire maintenant, nous avons communiqué, c'était à la fin août, nous avons communiqué à l'administration la liste des écoles qui vont rentrer dans le processus. Nous avons 1 an, toute l'année scolaire 2017-2018, pour travailler d'abord avec les directions, puis avec les équipes éducatives à l'appropriation du concept du plan de pilotage, à les outiller pour pouvoir faire ce travail collectif au niveau de l'établissement. Et le travail de conception, c'est le carré bleu, du plan de pilotage doit démarrer en septembre 2018. 1 an après, septembre 2019, il entre en vigueur. Et donc, vous voyez, 19-20, première année du plan de pilotage, 20-21, deuxième année, 21-22, troisième année, et fin de la 3e année, première évaluation par le délégué au contrat d'objectifs, pour voir un petit peu avec l'équipe éducative, la direction, le PO, comment les choses se sont déroulées par rapport aux objectifs poursuivis. Et puis vous voyez que la 2e et la 3e phase rentrent, la première avec 1 année de décalage et la seconde une 2e. Je termine en évoquant rapidement la manière dont nous avons procédé pour sélectionner les écoles qui scolarisent le premier tiers d'élèves. Ce n'était pas si simple parce que nous avons été heureusement surpris de voir qu'il y avait une demande largement excédentaire au niveau des écoles par rapport au nombre qui pouvait rentrer dans le processus. Nous avons remis, je vous l'ai dit, le 21 août dernier, la liste scolarisant, la liste des écoles scolarisant le premier tiers, donc ça c'est rentré à l'administration. Comment a-t-on choisi? D'une part, il y avait un critère légal qui était que les choses devaient se faire sur une base volontaire et que les PO devaient identifier les écoles volontaires avec un critère de départage s'il y en avait trop ou trop peu. Et au niveau de l'enseignement catholique fondamental, nous avons essayé de conjuguer cette dimension volontaire avec une occasion que nous avions là de renforcer la dynamique collective déjà à l'œuvre dans les entités. Rapidement, dans l'enseignement fondamental, toutes les écoles au niveau de l'enseignement catholique sont regroupées sur une base géographique qu'est l'entité et ont déjà une culture de travail commun. Et donc, ça a été l'occasion de choisir les écoles, d'une part des écoles volontaires, mais d'autre part d'essayer de les travailler à partir des entités qui sont un lieu extrêmement important pour mutualiser un certain nombre de choses. L'aide aux directions, vous savez qu'elle n'est pas très abondante au niveau du fondamental, et dès lors il y a un enjeu très important de rassembler les forces, de mutualiser les moyens. Il y avait également un enjeu de mutualisation de l'accompagnement et des formations, et nous avons veillé également dans les choix à impliquer le plus possible les écoles en encadrement différencié. Et donc, nous avons rentré les écoles par entité en tenant compte de ces différents critères. Voilà le petit exposé que je voulais vous faire. J'espère que ça n'aura pas été trop technique, après le brillant exposé de M. Hérali, qui était certainement plus enthousiasmant, mais voilà, la commande était celle-là. Merci beaucoup.